Claire Anné-Desmas, je suis responsable de la DAPEC, l'appui au pilotage de l'Université de Rennes 1. Et donc, je fais partie du COPIL de rentrée avec les collègues si présents. Alors, je n'ai pas vu si tout le monde ou si plusieurs personnes du COPIL étaient là. En tout cas, je les salue s'ils sont là. Et je laisse la parole à Thierry pour se présenter. Et donc, moi, Thierry Bontemps, je suis en charge du pilotage et de la stratégie du laboratoire PACT à Grenoble, qui est un gros laboratoire de sciences humaines et sociales. Voilà, et j'interviens aussi comme coordinateur du réseau Relié. Et je suis également secrétaire général de l'association CARES, Qualité en recherche et enseignement supérieur. Donc, la thématique du jour, comme vous avez pu le lire, hein, c'est d'échanger. On est bien dans un retour d'expérience, hein, d'échanger autour des données, de l'utilisation des données, du pilotage et des indicateurs, donc tout ce qu'on peut faire à partir de cette fameuse donnée. Donc, l'idée au départ que nous avions avec Thierry, c'était de faire un tour de table en fonction du nombre que nous étions, sauf qu'à 50, je pense que là, on va utiliser l'heure à faire le tour de table, ce sera peut-être pas super, une optimisation du temps très intéressante. Donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est vous laisser quelques minutes, je ne sais pas ce que tu en penses Thierry, pour qu'au moins dans le chat, vous nous marquiez, vous nous indiquiez si vous aviez déjà des sujets, des thématiques, qu'est-ce que vous étiez venu chercher en fait dans ce retext, ou nous apporter, chercher ou apporter, hein, bien sûr, parce que c'est bien un échange. Donc voilà, si pendant juste quelques minutes, vous pouviez nous alimenter pour qu'on drive un peu plus la discussion. On a bien sûr, donc pendant que vous écrivez, nous on a bien sûr un déroulé de retext qu'on va vous proposer, mais qu'on adaptera aux besoins. On avait pensé faire un échange de bonnes pratiques sur l'appropriation de la donnée et sa sécurisation. On s'aperçoit qu'il y a on sait qu'il y a des très bonnes pratiques, notamment en termes de recherche pour sécuriser la donnée avec des outils, avec des modes opératoires qui sont certainement transposables d'un point de vue administratif et activité formation, donc sur tous les pans de nos établissements. Donc là, on se proposait de vous faire un retour dans ce sens, voir qu'est-ce qu'on a déjà sur étagère au niveau de l'ESR ou de nos établissements. Ensuite, peut-être par rapport à ce que vous nous aviez, ce que vous nous aurez remonté, échanger chacun sur nos bonnes pratiques ou sur les idées, sur les outils qu'on a pour mettre à disposition ces indicateurs, pouvoir aider nos établissements à piloter avec ces données. On a des systèmes d'information décisionnelle qui existent aujourd'hui, mais aussi des tableaux de bord qui permettent de diffuser ces indicateurs et de maîtriser la donnée, donner une donnée de qualité. Donc là, on a des exemples aussi à vous montrer. Donc, moi, au niveau de Rennes 1, Thierry, au niveau de son labo. Et si les collègues du CNAM sont là, je crois que vous avez également, parce qu'on a préparé en fait ce retext avec notre collègue directrice générale des services adjoints du CNAM, Paris. Et donc, elle nous a dit que si ses collègues étaient bien présents, ils pouvaient nous faire une démo rapide de ce qu'ils avaient aussi mis en place comme outil interne chez eux. Donc, manifestez-vous, les collègues du CNAM, si vous êtes là. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, donc je ne peux pas vous nommer, mais n'hésitez pas si vous êtes présents. Donc, par rapport au retour, nous avons donc Marthe, OK, pour Montpellier, qui nous parle toc. OK, très bien. Merci Marthe. Des tableaux de bord indicateurs. OK, merci aussi. Donc, pendant que vous écrivez, il n'y a aucun souci, je vais regarder les exemples et les besoins que vous nous soumettez. Thierry, est-ce que tu veux d'ores et déjà faire un petit retext, toi, côté recherche, sur cette fameuse donnée qu'on utilise? Est-ce que tu veux montrer aujourd'hui comment les outils que vous avez à disposition, sachant que vous êtes... Je pense à l'UMR chez toi, au Pacte, par rapport à cette
au lien qu'on peut avoir sur la sécurisation de la donnée avec tout ce qui est CNIL, tout ce qui est voilà, RGPD aussi. C'est des sujets qui aujourd'hui tournent pas mal autour des indicateurs. Hein. Effectivement, quand on parle indicateur, quand on parle tableau de bord, on parle travail sur la donnée, qualité de la donnée. Et qui dit qualité de la donnée dit aussi sécurisation de la donnée. Et on voulait aujourd'hui peut-être faire un petit point qui vous paraît, qui va peut-être vous paraître un petit peu éloigné de ce que je vois en fait arriver dans le chat là, mais qui est très important sur tout ce qui est RGPD et tout ce qui est sécurisation de la donnée, notamment par l'utilisation des registres en fait et ce qu'on appelle les DMP, hein, les plans de gestion de données ou data management plan. Aujourd'hui, dans vos universités, dans vos établissements, dans nos établissements, on a tous un DPO. Un DPO, c'est la personne en fait qui est en charge de la sécurisation des données. Hein. Cette personne-là qui va être là pour contrôler que tout se passe bien au niveau de la donnée. On en a un par établissement. Alors, ça peut être celui de l'université, ça peut être celui du CNRS, de l'INRA. Pour les unités de recherche multitutelle, on a le choix, en fait. Mais globalement, ils ont tous la même mission qui est de garantir, en fait, la sécurisation des données et le partage aussi des données, notamment en utilisant la méthode FAIR, qui permet de partager, d'aller sur la science ouverte. Et c'est aussi une des problématiques science ouverte et ouverture de la donnée de recherche. C'est aussi une problématique dont les établissements s'emparent petit à petit et vont finir par s'emparer assez fortement. Voilà. Donc moi, je voulais peut-être vous présenter un petit peu les outils qu'on utilise et qui sont transposables au périmètre administratif, hein, pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un data management plan, vous montrer également ce que c'est qu'un registre de données. On ne va pas prendre énormément de temps dessus, hein, je vous rassure, mais c'est vraiment pour… donner des exemples, en fait, illustrer voilà, c'est ça. Cet outillage, parce qu'on parle beaucoup de data visualisation, de tableau de bord. C'est vrai que souvent, enfin là je parle pour mon cas à Rennes 1 par exemple, on est un peu dans deux mondes, même voire trois des fois, entre chiffres et données utilisées dans le cadre administratif, réponse aux enquêtes, chiffres et données pour la formation, chiffres, données, indicateurs pour la recherche, et quelquefois on n'a pas ce liant. C'est même pas quelquefois, c'est souvent. Donc, on va piocher, c'est pas grave, on va piocher dans les différents silos, hein, mais on trouvait que c'était intéressant de pouvoir voir peut-être silo par silo, et puis demain, un outil qui globalisera le tout, mais c'était intéressant de voir déjà côté recherche ce qu'il y avait. Donc, je te laisse prochain. Alors, je vais vous partager, un exemple de registre. Voilà. Donc ça, c'est des documents que vous retrouvez qui sont ouverts. Hein. Vous les retrouvez sur le site de la CNIL, vous le retrouvez sur les sites de gestion d'information du ministère, sur les sites de vos universités. En général, le DPO a une page autour de ça. Et du coup, c'est plutôt pour vous montrer le contenu. Donc, quand on va faire un traitement, alors par exemple pour les observatoires, ça va être vos traitements d'enquête. Normalement, à chaque fois que vous réalisez une enquête, vous devez déclarer en fait les données sensibles que vous allez collecter. Pacte, on a une tradition par rapport à ça de longue date, puisqu'on gère des données sensibles, voire ultra sensibles, depuis quelques décennies maintenant. Donc, on a toujours été un peu à la pointe de cette sécurisation de la donnée. Quand je dis sécurisation, il y a toute la partie sécurisation qu'on peut voir en termes de sauvegarde, mais c'est aussi la sécurisation en termes de lieu de stockage. C'est aussi la sécurisation de la chaîne de bout en bout. On a des enquêteurs qui sont sur le terrain, qui peuvent être des étudiants. Okay.
on a fait un plan de gestion de données où on dit que l'enquêteur doit prendre un dictaphone pour aller discuter avec son interviewé. Il prend son dictaphone, il récupère l'information sur le dictaphone, il la dépose sur un serveur sécurisé à l'université. Elle est traitée par les collègues chercheurs du laboratoire. Ça marche bien. Si la personne qui fait l'enquêteur en fait n'utilise pas un dictaphone, mais utilise comme beaucoup aujourd'hui son téléphone portable, et puis au lieu de transférer ces données par un câble, il les transfère via un WhatsApp, les données elles partent aux États-Unis. Voilà. Donc ça fait partie des problématiques qu'on peut avoir sur une chaîne de transmission de données, et on est hors protocole dans ces cas-là, puisque les données sont parties à l'étranger. Et donc, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est tout plein de petites choses comme ça qu'il faut arriver à caler, et surtout à bien expliquer aux gens qui font les enquêtes, parce que ça peut vraiment rompre cette chaîne. C'est un petit peu, moi je fais souvent le parallèle, c'est un peu la même chose que la chaîne du froid, en fait. Si à un moment vous rompez la chaîne du froid, tout ce que vous aviez eu autour de la chaîne du froid, vous pouvez le jeter si vous êtes un professionnel. À titre privé, si vous avez rompu la chaîne du froid 5 minutes pour emmener vos courses du magasin à chez vous, ce n'est pas très grave, mais à titre professionnel, ça marche. Donc, le registre des activités de traitement, voilà comment ça se présente. Vous avez le responsable, donc les coordonnées du responsable de l'organisme, avec le responsable du traitement, et ça, c'est la personne qui sera inquiétée s'il y a un souci autour de ça. Le nom du délégué à la protection des données, Data Protect Officer, il est là, le DPO. Et puis, ici, vous avez les activités. Qu'est-ce qu'on va faire? Gestion de la paye, gestion de fournisseurs, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Gestion d'enquête, gestion des étudiants, gestion de... La fiche d'activité, on crée une fiche à un moment donné, on a qu'est-ce qu'on va faire comme activité, qui est responsable conjoint du traitement, c'est-à-dire que le responsable du traitement, c'est peut-être le président de l'université à la base, c'est lui qui prend la responsabilité d'eux, mais c'est le service observatoire de la vie étudiante qui est responsable du traitement enquête sur la vie étudiante, par exemple. Les objectifs poursuivis, qu'est-ce qu'on veut faire avec les données? Donc là, vous devez expliquer clairement qu'est-ce qu'on fait avec les données. Les catégories de personnes qui vont être interrogées. Ce sont des étudiants, anciens étudiants de l'école, anciens étudiants de l'université, ce sont des futurs étudiants. Vous faites une enquête auprès des lycéens pour voir comment ils envisagent de se positionner à l'université demain. Ça peut être les lycéens, etc. Ici, vous avez à donner, et ça vous permet de savoir s'il y a des données sensibles, des données d'état civil, de vie personnelle, données de connexion. Vous récupérez les adresses IP, par exemple, vous récupérez des logs, des terminaux, les données de GPS, les données de localisation, les cookies, les traceurs Internet, etc. Donc tout ça, tout ce que vous avez là, c'est considéré comme de la donnée sensible. Donc tout ça, ça doit être déclaré dans ce fameux registre RGPD de base. Derrière, comment elles sont traitées, ces données sensibles? Okay. Combien de temps on va les conserver? Quelles sont les catégories de destinataires? À qui elles sont destinées? Les sous-traitants, s'il y en a, avec qui vous travaillez. Est-ce que les données, ça c'est hyper important, est-ce que les données de personnel sont transmises hors UE? Ça c'est important parce qu'en fait, souvent, on n'y pense pas. Et surtout, souvent, on est confronté au problème qu'on ne sait pas. En fait. Vous travaillez avec un fournisseur, vous travaillez avec un partenaire qui vous dit que lui, il récupère la donnée, il vous fait du traitement, il vous renvoie la donnée. Où est-ce qu'il la stocke? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne la stocke pas sur un Google Drive ou sur une box quelconque, une Dropbox, et on ne sait pas où sont les données derrière. Donc ça, il faut demander en fait impérativement aux fournisseurs de traitement où est-ce qu'ils stockent la donnée. Moi, je travaille beaucoup notamment avec un fournisseur de transcription automatique. Il m'a certifié qu'il était, et il a une certification ISO 27001 notamment,
Et il a une certification RGPD qui fait que je sais que ces données sont stockées en France sur des serveurs français et qu'elles ne sortent pas de l'Union européenne. Voilà, par exemple, c'est des choses à faire. Les mesures de sécurité prévues, comment on contrôle l'accès, les mesures de traçabilité, les protections possibles, les sauvegardes de données, où est-ce qu'on les sauvegarde, comment elles sont chiffrées éventuellement. C'est bien. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas un document très compliqué, mais c'est un document qui nécessite quand même d'aller mettre le bout du nez dedans quand on a un traitement d'enquête à faire pour récupérer la donnée. Et puis l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le Data Management Plan, le DPM. Et vous avez un outil qui s'appelle Opidor, en fait. Ah, pourquoi mon écran s'est mis en pause? Je vais reprendre le partage. Ah, parce qu'il faut que je change le partage de données. Pendant que tu changes le partage de données, effectivement, on se rend compte pour les collègues qui ont mis en place notamment des systèmes d'information décisionnels ou qui diffusent des tableaux de bord via des requêtes, enfin, des planificateurs, quel que soit le moyen de transport de la donnée. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos établissements, mais on a toujours un besoin, et c'est normal, d'explication de l'indicateur. Et ce type d'outil que nous présente Thierry, on trouvait que c'était important dans la démarche d'effectivement structurer la mise à disposition d'explications de la règle de gestion du SI source, etc., pour pouvoir rassurer aussi l'utilisateur de la donnée que la donnée ne soit plus remise en cause, en fait, parce que on connaît d'où elle sort, on sait comment elle est calculée, pour l'indicateur, et les exemples qui vous sont donnés, enfin les outils qui vous sont donnés là, après, que ce soit sous le format Word, sous un format, peu importe, mais le but, c'est vraiment de retrouver le fond du SI, qui est-ce qui en est maître, l'actualisation et toute cette architecture, tout ce corps, en fait, autour de la donnée qui va produire l'indicateur. L'autre chose aussi, c'est que normalement, quand vous faites des enquêtes, et je pense notamment aux enquêtes vie étudiante, etc., les gens que vous interviewez, les étudiants notamment, ont un droit de regard en fait sur à la fois ce que vous collectez comme données, comment vous les traitez, où est-ce qu'elles sont stockées, et ils peuvent revenir dessus. Je prends un exemple très concret. J'ai travaillé il y a quelques années sur un musée virtuel de la résistance dans le Vercors. Donc, on a interrogé des personnes d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, qui nous ont, des anciens résistants, qui nous ont été proches on va dire de 90 ans à peu près, qui nous ont donné des interviews, et notamment certains qui avaient été déserteurs et qui n'étaient pas forcément super fiers, mais qui nous l'ont raconté ça. Et ils nous ont donné le droit de diffuser ça. Donc, on s'en est servi. À leur décès, en fait, les héritiers nous ont demandé de retirer ce que nous avaient dit les résistants en question, parce que ça faisait tort à leur image, etc. Et donc, en fait, les héritiers ont un droit de regard, en fait, et ont le droit de modifier, et vous demandent de modifier. Vous êtes obligé de le faire. Donc, il faut être capable de remonter à ce que vous a dit la personne, remonter à ce que vous avez eu sur cette personne-là dans vos traitements. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de construire des DMP, en fait. Et vous voyez, c'est relativement basique. En fait, vous avez, vous vous connectez, vous avez vos DMP qui s'affichent ici, alors avec des DMP de projet, et puis des DMP modèles, en fait, on va dire, ou des gens qui mettent leur DMP qui vous proposent des DMP en exemple, en fait, pour savoir comment on fait. Donc, pour aller créer un DMP, vous faites comme ça, vous créez un plan, vous pouvez télécharger à un moment donné des modèles. Et donc, dans les modèles, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Hop, voilà. Ici, voilà un modèle en fait de Data Management Plan. Et vous allez vous apercevoir que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont redondantes avec ce qu'on vient de dire. Hein. Ces deux outils qui sont très parallèles. Donc, on vous demande pareil des renseignements sur le plan, le type de renseignements sur le plan.
qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut en faire, qui est coordinateur, qui est responsable pour le contact. Là, quel type de données vont être collectées ou produites, comment on documente la qualité, comment on met en place la documentation et la qualité des données, notamment quelles métadonnées vont accompagner vos données. Hein, vous savez, les métadonnées, vous connaissez, hein, vous avez la donnée, c'est le contenu de la boîte de conserve, et la métadonnée, c'est l'étiquette. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous enlevez l'étiquette de la boîte de conserve, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte de conserve. Et si vous avez juste l'étiquette de la boîte de conserve, vous n'allez pas manger beaucoup. Donc, la boîte de conserve, le contenu, c'est bien la donnée, et la métadonnée, c'est ce qu'il y a sur ce qu'on colle dessus. Le stockage, la sauvegarde, donc là, on revient sur où est-ce qu'on stocke la donnée. Est-ce qu'elle est stockée notamment en Europe, etc. Comment elle est stockée. Les exigences légales, éthiques et les codes de conduite que vous allez mettre en place dans votre utilisation de la donnée. Je vais assez vite, hein, ça vous le retrouverez. Donc, le partage des données, la conservation à long terme aussi. Il y a ça, hein, qu'est-ce qu'on fait de la donnée, comment on l'amène au bout de la recherche, mais qu'est-ce qu'on en fait après. Notamment se pose la question de l'utilisation, ce qu'on appelle l'utilisation secondaire des données. Comment on gère une fois qu'on a collecté des données, on peut les réutiliser. Normalement, non, mais ça peut se prévoir. Donc ça, c'est vachement important, notamment en recherche, où vous avez un doctorant qui a passé des mois sur le terrain à récupérer des données, et puis derrière, vous ne pouvez pas les réutiliser parce que ce n'était pas prévu. C'est un peu dommage, des fois. Comment on retrouve, avec un identifiant unique, comment on retrouve l'information. Les responsabilités en matière de données, qui sera responsable de la gestion des données, quelles seront les ressources dédiées pour retrouver la donnée. Donc ça, c'est un DMP. Quand vous êtes sur Opidor, hein, vous pouvez, vous voyez, quand je suis créé un plan, ici, vous avez les modèles en fait, qui vous sont proposés. Vous pouvez choisir, par exemple, les modèles ANR. Vous tapez le financement, le financeur. L'ANR vous propose un certain nombre de modèles. Si vous tapez Union européenne, normalement, vous en avez d'autres. Non, parce qu'il doit y avoir peut-être CE. Ouais, c'est ça, c'est Commission européenne. Voilà. Et là, vous avez les DMP Horizon 2020. Vous avez, en fonction du financeur, et ça, vos collègues des services de recherche, innovation, valorisation, ils ont les infos. Vous pouvez avoir ces infos. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait vous montrer, par rapport à ça. Oui. L'idée, c'était effectivement de s'appuyer sur ce qui est fait en recherche, parce que, et puis même au niveau pilotage central, quelquefois, pour répondre à des enquêtes en lien avec la recherche, on sollicite les services, les services qui centralisent la donnée de la recherche, mais on voit qu'on a des outils qui nous permettent de remonter à ces données. On pensait intéressant de les partager avec vous. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être là de quitter le monde de la recherche et de repartir au niveau du pilotage central, au vu aussi des questions, hein, des remarques qui nous ont été remontées dans le chat, et de vous montrer d'un point de vue pilotage quel indicateur on peut avoir mis à disposition de nos gouvernances pour piloter. Donc là, moi, je vais vous montrer l'exemple de Rennes 1, et vous avez dû voir comme moi, hein, dans le chat, ou tout à fait Thierry, dans le chat, si que les collègues du CNAM étaient là, donc ils vont pouvoir nous montrer leur SIAP. Alors, juste avant de faire ce passage dans le monde du pilotage central, est-ce que vous avez des questions par rapport, ou des remarques par rapport à ce que nous a montré Thierry ? Ou des partages aussi, hein, de votre côté, ce que vous faites par rapport à ça. J'ai vu que Marthe avait passé des choses autour de ce qui était fait à l'observatoire, dans le réseau des observatoires, des choses comme ça. J'ai pas eu le temps de tout lire, je vois qu'il y a beaucoup de choses dans le chat, je n'ai pas eu le temps de tout lire vu que vous parlez, mais je vais vous passer 2-3 choses, notamment au niveau de réseau sud, peut-être. Est-ce que des collègues veulent intervenir ? La parole. Hein, oui, vous la prenez. Le nom de l'outil, c'est Opidor.
PIDOR. Je vous mets le lien dans le. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors, tu as une question aussi, enfin, je te la laisse, hein, Thierry, parce que c'est plus chez toi. Y a-t-il un conflit entre les démarches et demandes Open Science, et notamment Open Data, et les exigences du DMP? Non, c'est fait normalement, il n'y a pas de conflit parce que c'est fait pour, en fait. Les DMP sont faits pour pouvoir faire de l'open science, en fait. Les DMP sont faits justement pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir partager et ouvrir la donnée après, puisqu'en fait, vous l'avez sécurisé, vous l'avez stocké correctement, vous avez toutes les métadonnées qui vont bien. Vous pouvez la partager selon les principes FAIR, hein, vous savez, accessible, ouverte, etc. Donc, normalement, il n'y a aucun problème de conflit. Les conflits qu'il peut y avoir, c'est plus si vous travaillez avec des partenaires qui vous ont mis des clauses de confidentialité. Alors, ça peut être des partenaires industriels, par exemple, ou ça peut être des éditeurs, simplement, qui demandent que pendant 1 an, les données ne soient pas ouvertes pour… alors, ils n'ont pas le droit de demander plus d'1 an, hein, les éditeurs, mais ils demandent à ce que les données et les articles ne soient pas ouverts pour en avoir l'exclusivité. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de… Au contraire, c'est vraiment pour faire de l'open science. OK, pour Nicole. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Bon, vous n'hésitez pas, hein, pas besoin de… Enfin, s'il y a quelqu'un qui intervient, bien sûr, vous levez la main, mais sinon, vous prenez la parole. Hein, il n'y a pas de… Bon, bah, c'est que ça a dû être très clair, Thierry, et qu'il n'y a pas spécialement de questions dessus. Je vous mets le lien en fait sur un site qui vous propose en fait les grands principes FAIR. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vous les mets dans le chat. OK. Donc, par rapport… on continue alors. On continue, allez. Donc, par rapport au pilotage central, là, je vais faire part de notre expérience à Rennes, hein, tout comme le reste. Hein, n'hésitez pas à intervenir s'il y a quoi que ce soit. Donc, comme beaucoup d'établissements, on a eu besoin de mettre en avant des indicateurs pour déjà décharger les services centraux dans l'alimentation de la donnée auprès des différents services. Voilà, la valeur ajoutée n'était pas vraiment dans la production même de la donnée, mais plutôt dans leur analyse. Donc l'idée, c'était de pouvoir la mettre facilement à disposition, mais il fallait qu'elle soit sécurisée, cadrée, normée, et comme on le disait tout à l'heure, que la règle de gestion, la règle de calcul soit bien comprise de tous. Donc, c'est un travail long, hein, parce qu'on voit encore qu'aujourd'hui, nous, ça fait maintenant 2 ans que notre système d'information décisionnelle, le module formation, est à disposition. Je prends l'exemple du module formation, on aurait pu en prendre un autre, est à disposition des collègues, et on voit qu'on a quand même toujours des questions sur le positionnement. Est-ce que je dois prendre des effectifs hors CPGE quand il y en a qui s'inscrivent chez nous, hors convention pour les paramédicaux? Est-ce que je regarde les étudiants étrangers? Est-ce que je regarde les étudiants non pas étrangers mais juste de nationalité étrangère? Enfin, voilà, on a quand même toujours un travail à faire sur la définition et le repositionnement, l'utilisation qu'on fait de la donnée qu'on met à disposition. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au préambule de à l'ouverture de notre système d'information décisionnelle, on a des glossaires, et on a aussi des explications de l'indicateur. L'indicateur étant de toute façon un peu toujours à revoir. Hein. Donc, on va dire que c'est les indicateurs normes Rennes 1, parce que si on souhaite, ce qu'on voulait faire, on voulait capitaliser sur les enquêtes, notamment sur les rankings, sur les enquêtes, mais les référentiels ont toujours une petite subtilité qui font que c'est difficile de réexploiter et de mettre à disposition la donnée, parce qu'entre l'indicateur de pilotage vraiment pour l'établissement et l'indicateur remonté au ministère ou pour les rankings ou sur des enquêtes flash, c'est vraiment pas toujours le même. Donc
donc voilà, on a un peu pris celui qui était le plus, qui parlait le plus à tout le monde. Après une discussion avec les services métiers, hein, l'idée c'est vraiment de travailler avec et d'inclure les services métiers. Donc je ne sais pas comment vous procédez chez vous, mais nous c'est comme ça qu'on a fait. Le pilotage central, le service métier, on échange sur la règle de gestion, on échange sur les modifications qu'il faut faire et on met à disposition l'indicateur. Juste avant de vous montrer, je vois que Madame Razali a levé la main, donc je vais lui laisser la parole. Oui, juste, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez sur le périmètre et l'importance du périmètre en fait. Là, j'ai travaillé un petit peu avec, alors je travaille dans une école d'ingénieurs et c'est vrai que j'ai un petit peu travaillé sur la rédaction du plan quinquennal. Et c'est vrai que l'importance de définir le périmètre, à la fois quand on met en place un indicateur, mais aussi quand on répond à des enquêtes, etc. C'est vrai que c'est une notion qui est ultra sensible et qui n'est pas forcément très bien identifiée ou communiquée, alors qu'elle est quand même essentielle et primordiale. Tout à fait. Et là, je vois qu'il y a une autre question qui est passée sur le chat, qui est comment avez-vous communiqué sur l'ouverture de votre système d'information décisionnelle, en tout cas sur l'indicateur que vous mettez à disposition, et comment vous assurez-vous de l'adhésion des utilisateurs. Donc, comment est-ce qu'on communique? Pareil, des collègues, si vous voulez compléter. Nous, en fait, on marche par module mis à disposition en fonction des indicateurs qu'on donne à lire, donc formation, finance, patrimoine, etc. Nous, on fait alors à l'époque, avant, le monde d'avant, mais qui va revenir, hein, on faisait des amphis en fait, de lancement où toutes les personnes qui avaient des droits d'accès étaient conviées à une réunion de présentation et où on montrait, on faisait une mini-démo sur l'outil et les questions étaient posées en interaction. Donc, on va dire, on consacrait à chaque module une séance de 2 heures, 1 à 2 heures en fait, pour échanger et transmettre l'outil au plus grand monde. Et par rapport à l'adhésion des utilisateurs, eh bien, c'est vrai qu'on peut penser que parce qu'on met la donnée à disposition, souvent les gens réclament la donnée, donc on la met à disposition. Et là, des fois, on se rend compte que ça fait un peu un schtroumpf. Il n'y a pas de prise en main. La balle, elle retombe et elle n'est pas reprise en main. Donc là, on s'adapte un peu par rapport à la population qu'on a en face. Soit on a des populations expertes sur le système d'information source et qui n'a pas besoin en fait qu'on lui prémâche le travail et qui continue à avoir ses pratiques. Donc il faut accompagner au changement parce que la pratique, ce n'est pas toujours exactement la même donnée de pilotage que prend le décideur comme benchmark. Donc, voilà, il y a un accompagnement au changement que nous, on est en train de mettre en place par le biais de formation, par le biais d'accompagnement dès l'entrée, en fait, dans l'établissement à l'outil. Donc, voilà, on a des journées d'accueil et lors de la journée d'accueil, on évoque le système d'information commun à tous. Après, chacun a ses pratiques dans ses métiers. Et après, on fait des formations plus ciblées sur catalogue, sur le catalogue de l'établissement. Et on fait des formations d'accompagnement, de prise en main, d'explication lors de ces demi-journées consacrées à certains modules ou à certaines actions sur notre SI. Voilà, donc on espère que voilà, l'adhésion se fait au fur et à mesure. On fait des enquêtes après pour voir si ça reste un sentiment d'adhésion ou si c'est une réelle adhésion. Vas-y Thierry, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste pour compléter, il faut bien se rendre compte en fait que quand on travaille sur des systèmes d'information décisionnelle, un des gros impacts en fait qu'ont la mise en place des systèmes d'information décisionnelle, c'est de faire monter en qualité la donnée. En fait. Et quand je dis monter en qualité la donnée, ça peut avoir un impact difficile à vivre et négatif en fait pour certaines personnes. Parce que je prends un exemple sur les formations par exemple. Quand vous demandez à un responsable de licence combien il a d'étudiants dans sa formation, globalement, en fait, il y a autant de chiffres que de personnes qui comptent les étudiants de cette formation-là. Il y a un moment où il faut s'entendre sur un chiffre. Et quand on va s'entendre sur le chiffre, si le chiffre il est plus bas que le chiffre qu'avait le responsable de formation, parce qu'on ne compte pas les mêmes choses, parce qu'on n'additionne pas les mêmes objets,
ça va grincer des dents, forcément, parce qu'il va avoir moins de moyens dédiés, parce que ça. Néanmoins, en fait, il faut arriver à faire comprendre aux collègues que c'est juste, en fait, un travail sur la qualité des données qui fait que maintenant, on compte les données comme ça, on compte les éléments comme ça, et du coup, on est tous d'accord pour dire que le chiffre qui est donné par le système d'information décisionnelle, il est le bon. Il est le bon. Et ça, c'est très, très important. Et cette adhésion-là, elle est très compliquée à obtenir parce que vous avez toujours des gens qui seront pas accord avec cette philosophie-là. En fait. C'est vraiment un outil, mettre en place des tableaux de bord, mettre en place un système d'information décisionnelle, parce qu'en fait, voilà, hein, c'est juste avant, on parlait de tableaux de bord via Excel, via d'autres outils, et l'évolution technologique nous permet maintenant de parler de système d'information décisionnelle, mais c'est vraiment un outil en fait de la démarche qualité. On met en qualité et nos pratiques et nos données pour pouvoir piloter au mieux et prendre des bonnes décisions. Mais c'est vrai que, comme tu me dis Thierry, si on n'accompagne pas la mise à disposition de la donnée et la mise en qualité de la donnée d'une étude du processus, de l'action qui produit la donnée, les personnes peuvent effectivement se sentir peut-être visées, alors qu'en fait, il peut juste y avoir un petit irritant dans le processus qui fait que la donnée finale, c'est pas celle qu'on attendait, c'est pas celle qu'il faut voir, mais on corrige ce processus, on explique pourquoi on corrige, et dans ce cas-là, voilà, la donnée mise à disposition, elle est sécurisée. Mais nous, on a fait le choix, par exemple, de ne pas corriger la donnée qu'on met à disposition. Donc, pour justement réinterroger si elle n'est pas bonne, pourquoi elle n'est pas bonne. Et ce n'est pas juste de dire que c'est l'outil, ça nous est tous arrivé de dire mais Excel, qu'est-ce qu'il fait Excel? Non, Excel, il ne fait rien en fait. Excel, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc là, le système d'information décisionnelle ou le tableau de bord donne à manger ce qu'on lui donne, voilà, ce qu'on lui demande de digérer. Donc c'est vraiment intéressant. Par contre, il faut un réel échange, il faut que tout le monde joue au jeu aussi. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est mettre en place, sur les rapports, en fait, je vais vous les partager, sur le rapport, c'est une assistance, si vous pouvez me dire si vous voyez quelque chose. C'est bon. C'est bon. Donc là, c'est un exemple de rapport sur le taux de réussite de nos néo-bacheliers. Donc, vous voyez, après, tous les systèmes d'information tous les systèmes de data visualisation peuvent aussi se ressembler, hein, mais là, c'est le nôtre. Et vous voyez en fait que là, les personnes voient le taux de réussite des néo-bacheliers par département, par composante, par UFR, par pôle, si vous êtes en pôle, par collégiat, si vous êtes en collégiat, par année. Et on a cette assistance ticket en fait, qui permet de correspondre, de poster des tickets s'il y a des erreurs, s'il y a des besoins d'évolution. Et il faut vraiment avoir cet échange avec le terrain, parce qu'en pilotage central, vous n'êtes qu'en pilotage central et vous n'êtes pas au milieu de l'activité. Si jamais il y a une petite nuance de changement, et là, il y en a eu une grosse, par exemple, par rapport aux néo-bacheliers, où on a rentré en fait des nouveaux bacs, hein, on est dans la réforme du bac, et il va falloir adapter ces rapports en fonction des fameuses triplettes, doublettes, des spécialités que prennent nos nouveaux étudiants. Et voilà, donc là, on a été saisi de ça. Bon, bien sûr, on l'avait en tête, mais on travaille avec les métiers pour faire évoluer le rapport pour qu'il soit réutilisable, parce qu'effectivement, suivre les cohortes de bac STG ou de bac XY qui n'ont plus lieu d'être vraiment dans le contexte aujourd'hui de la formation, eh bien, votre SID tombe en désuétude si vous ne l'adaptez pas. Donc, vous voyez ce taux de réussite ou encore le suivi de nos étudiants. Voilà, nous, le type d'indicateur qu'on met à disposition de tout l'établissement. Avant, on avait un périmètre plus réduit qui était les directeurs de composantes, les RA, bien sûr, la direction, la présidence, mais le choix a été fait de l'ouvrir à tout le monde. Donc, que vous soyez assistante d'un département, que vous soyez chercheur dans un labo, toute personne qui compte dans l'effectif de Rennes 1 a accès à ces informations, parce que voilà, les effectifs étudiants de Rennes 1, ça concerne tout le monde. Donc on a pris le parti de
de l'ouvrir à tous. Et donc, les types d'indicateurs, c'est par exemple les régimes d'inscription pour nos étudiants. Donc, par type de formation, vous voyez qu'on peut, voir sur une composante ou sur l'autre combien est-ce qu'on a d'étudiants sur des années universitaires. Alors, comme je suis passée en visu, je ne vois plus les commentaires. Donc, Thierry. On a Elisa qui demande la parole de l'Université de Strasbourg. Allez-y. Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport aux différents types de tableaux de bord, les données dans lesquelles sont demandées. C'est-à-dire, il y a une différence, par exemple, vous avez montré les taux de réussite qui sont assez ponctuels en termes de tableau de bord, parce que les données proviennent d'un moment instantané, où on a, par exemple, les effectifs étudiants qui, pour nous, par exemple, au début des inscriptions, c'est vraiment suivi très régulièrement. Et là, on investit plus pour avoir quelque chose un peu plus performant, mais aussi, il y a bien sûr toutes les questions de la fiabilité de ces données qui sont à réfléchir très régulièrement, mais aussi on veut être quand même sur des données fiables. Donc, je me demande si vous avez des analyses sur, ou vous avez des réflexions sur la fréquence de rafraîchissement des données ou de consultation, le moment de le faire vis-à-vis des autres contraintes en termes de fiabilité et disponibilité des données. Là, si je parle pour Anna, et puis après, je pourrais laisser parler nos collègues du CNAM pour donner un autre exemple. Mais nous, le choix, donc l'outil décisionnel reste un outil macro, d'indicateur macro. Donc, ça se rafraîchit toutes les nuits, en fait. Donc, toutes les données, que ce soit aussi bien pour les effectifs que pour la finance, que pour le patrimoine, on les actualise toutes les nuits. On a des partenaires avec qui on travaille au niveau de notre système d'information décisionnelle qui le rafraîchissent 2 fois par jour, notamment en finance, parce qu'ils veulent avoir du matin jusqu'au soir toutes les actions qui ont été passées dans leur système d'information financier. Nous, ce n'est pas notre choix, mais ça, c'est chaque établissement qui a son propre process. Après, j'entends par rapport à ce que vous dites sur les étudiants qu'on suit vraiment au jour le jour lors des inscriptions. Nous, comme notre système d'information décisionnelle ouvert à la communauté et macro, comme je l'ai dit, ça s'actualise tous les jours, mais vous n'avez pas un suivi, on va dire, date à date. À côté de ça, on a des suivis, des requêtes qu'on fait via directement l'outil, le SI Apogée, nous on a Apogée, Arena, où là, on a des comparaisons date à date, d'année en année, pour voir l'évolution au jour le jour de cette donnée qui intéresse, on va dire, un plus petit monde, le monde plus des doyens, de la direction de la formation de la vie étudiante. Et donc, on le donne à lire via un autre canal, mais on pourrait tout à fait le retranscrire là, sauf que voilà, notre choix, nous, c'est que ça reste des données macro. Et donc, il y a 2 canaux d'information. Là, on retrouve exactement la même donnée, c'est-à-dire que si je suis le 1er mars 2022, ma promo 2021-2022 sur ma composante SPM, j'ai bien 1198 étudiants, mais pour le service de formation et de la vie étudiante, lui, il aura en plus le 1er mars 2020, voilà où j'étais, 1er mars 2021, voilà où je suis. Mais pour la communauté, on ne va pas jusqu'à ce détail-là, on cible après. Je ne sais pas si j'ai répondu. Juste peut-être pour compléter sur la notion de fiabilité de la donnée, ce qu'il faut comprendre, c'est que le SID, la plupart du temps, le système d'information décisionnelle, c'est un pas là où on va la corriger. Et elle vient de vos systèmes d'information. Elle vient de Apogée, elle va venir de CIFAC, elle va venir de vos outils. Elle va venir de vos outils système d'information métier. Elle va venir de la finance, elle va venir de la RH, elle va venir. Et le SID, en fait, a un effet de révélateur des erreurs.
D'accord? Parce que si j'affiche là les groupes, les licences SPM de Claire, que Claire nous montrait, si j'affiche 12 000 étudiants cette année, alors que j'en ai 1200 d'habitude, il y a forcément un problème quelque part. Et ça va faire révélateur parce que comme on est en macro, on va avoir directement l'information qui va sauter aux yeux. Moi, sur mon système d'information décisionnel, alors j'utilise le même outil que Claire, qui est un outil qui s'appelle Power BI pour faire de la présentation. Si je vous partage mon SID, voilà, vous avez le même type d'écran. Ici, je suis sur mes contrats de recherche. C'est un outil qui s'appelle Cockpit. Immédiatement, si je vous prends les doctorants, par exemple, si je vous prends les doctorants de mon laboratoire, voilà, vous voyez ici, j'ai des doctorants dont l'année qui en NR n'est pas renseignée. Et ces doctorants-là, ils sont là. Ceux-là, ils sont en erreur. Pour moi, je ne peux pas avoir d'étudiants en doctorat dans mon laboratoire dont je ne connais pas l'année d'inscription. Donc, immédiatement, mon SI me fait ressortir 11 étudiants qui sont en erreur. Alors, ces erreurs, je sais pourquoi, parce qu'on n'a pas, c'est des étudiants qui ne sont pas complètement inscrits encore, ils sont pas... voilà, ça va se régler, mais immédiatement, on voit ça. Et c'est ça, en fait, le SI, là, le problème ne vient pas du SI, c'est pas le SI qui en est, c'est pas le SID qui est en erreur, c'est pas le système d'information décisionnel qui est en erreur. L'erreur vient de mon service doctorant qui gère les doctorants au laboratoire. Et c'est là qu'on va aller travailler sur la correction, corriger l'information. Et comme Claire, vous voyez que moi, j'ai aussi une rubrique correction et suggestion avec ici qu'est-ce que j'ai vu comme erreur, descriptif de l'erreur, et ici, non seulement les descriptifs, mais qu'est-ce qu'on a mis en place comme action corrective en face. Qu'est-ce qu'on a comme action corrective en face de l'erreur qui est affichée. Parce que j'ai une cinquantaine de tableaux de bord. Ça peut être des RH, ça peut être des contrats de recherche, ça peut être de l'international. Là-dedans, il y a forcément des erreurs et ces outils-là vont être révélateurs de l'erreur. Donc, la fiabilité, et c'est juste, excuse-moi Claire, je finis mon propos. Juste la fiabilité, elle vient de vos équipes opérationnelles. Et vous pouvez, à travers les systèmes d'information décisionnelle, vraiment les valoriser. Parce que quand vous travaillez avec des collègues dont le métier, c'est de saisir des inscriptions d'étudiants la journée, ce n'est pas un métier très funky, ce n'est pas un métier très gratifiant. Quand l'étudiant il arrive et qu'il ne connaît pas son numéro de sécu, on met 9999 parce qu'il ne connaît pas le numéro de sécu et puis c'est plus facile. Quand la personne en question, elle voit que le vice-président formation, il affiche le tableau de bord où elle a rempli, ou lui, il a rempli le numéro de l'étudiant, la donnée correcte, et ben, c'est très gratifiant. C'est bête, hein, mais et ça permet bien vraiment sûr de valoriser des travaux qui sont faits c'est du travail de fourmi d'aller faire ce genre de choses. Mais le fait de voir que derrière, ça permet de gérer de façon qualitative l'université, c'est bon. Alors là, il y a une question. Pouvez-vous nous montrer d'autres exemples de thématiques de données indicateurs mis à disposition RH Patrimoine? Je vais juste laisser nos collègues du CNAM, s'ils sont là. Voilà, qui sont là parce qu'en fait, on a prévu ce Ritex jusqu'à 10h30. Donc, on leur laisse un petit peu la vous allez voir, j'imagine, d'autres exemples alors, je sais... Passe-temps, je ne sais pas si vous êtes un monsieur ou une dame, je ne vous connais pas, donc voilà. Bonjour. Simon. Alors, Simon, je ne sais pas pourquoi Simon ici. Ah oui, c'est peut-être, d'accord. Je suis David Imbert, donc je travaille… C'est pas Simon. Non, c'est pas Simon. Désolé. Ça, c'est mon fils, je pense qu'il a dû l'utiliser, c'est probable. Oui, donc David Imbert et non Simon. Donc, je travaille à la direction d'aide de pilotage au CNAM et avec Madame Karine Edouard. Et donc, je suis en charge de la maîtrise d'ouvrage sur le système d'information d'aide au pilotage qu'on a mis en place, qui est en production depuis septembre 2020.
donc un peu plus d'1 an. Et donc, je n'avais pas prévu de faire une présentation, mais bon, c'est Voilà, très bien que c'est très bien que ça se fasse. C'est quelques exemples, voilà, pour montrer que selon qu'on soit dans une unité de recherche, qu'on soit en pilote central, dans une université, qu'on soit dans une école un peu plus particulière, comme peut être le CNAM, ben voilà, on s'outille tous avec des outils qui peuvent se ressembler. Donc, c'était pour donner un autre exemple à Alors là, je vous partage mon écran. Oui, oui, tout à fait. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. D'accord. Je vais essayer d'optimiser l'affichage si j'arrive. OK. Bon, on va faire comme ça. Oui, voilà, c'est bien. Avant tout, et c'est vrai que je rejoins tout à fait les propos de M. Botens, Thierry Botens, si je prononce bien, sur… Pardon. Et Thierry, ça va bien. D'accord. Je rejoins tout à fait votre propos sur la valeur ajoutée du système d'information décisionnelle sur la montée en qualité des données. Nous, c'est une valeur ajoutée qu'on a bien identifiée à la mise en œuvre du projet. Outre la culture aussi du décisionnel qui a développé, alors je parle pour nous au sein de notre établissement, c'est un premier système d'information décisionnelle orienté sur les données de scolarité. Et ça nous a permis d'identifier, effectivement, ça affiche tout de suite les informations sur lesquelles il peut y avoir des questionnements sur la qualité des informations, sur leur mode d'enregistrement. Alors, pour présenter, nous, on a utilisé l'éditeur Qlik. Je vais vous faire une présentation. Et sur notre projet, on a eu 2 grosses étapes de réalisation, de mise en œuvre. La première, faire remonter les données dans un entrepôt. Sachant que nous, au CNAM, en parenthèse, on est organisé en réseau, donc en France et à l'étranger. Donc, le siège est à Paris et on a des centres dans chaque région et également dans 5 pays à l'étranger. Et on comporte aujourd'hui 5 systèmes de scolarité. Donc, il a fallu faire remonter ces informations-là de manière harmonisée dans l'entrepôt. Et puis, la deuxième réalisation clé a été celle de concevoir l'application, l'interface pour l'utilisateur. Donc, ici, sur les données de scolarité, aujourd'hui, donc, on a les indicateurs clés. On va du global au détail. L'idée de la conception de l'application est de partir du global jusqu'au détail. Ici, on a 5 années d'historique. On retrouve les centres d'enseignement, les centres qui portent les enseignements ou les centres de rattachement des auditeurs. Nous, on a aujourd'hui principalement 2 indicateurs qui sont les inscriptions pédagogiques et les effectifs auditeurs. Donc, nombre d'étudiants pour simplifier, avec les évolutions par année et par année ici et en date à date. Donc là, on est vraiment sur les chiffres clés. Chaque utilisateur a en lecture son périmètre. Donc, une région, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes aura en lecture son périmètre ici sur ce tableau de bord. Et ici, on est sur l'ensemble du CNAM, sur ce volet-ci. Et ici, on a un onglet dédié au profil des auditeurs et des profils de formation, donc la répartition par genre des inscriptions pédagogiques, par genre des inscriptions administratives, les effectifs auditeurs, la part des nouveaux auditeurs, les inscriptions moyennes, donc les inscriptions pédagogiques moyennes par auditeur, l'âge moyen sur les inscriptions pédagogiques, l'âge moyen ou médian des auditeurs. Ici, un indicateur qualité, c'est la part des inscriptions avec INE. Alors, l'INE CNAM manquant, puisqu'au début du projet, on a rencontré justement une difficulté sur l'immatriculation des auditeurs. Donc, ça a permis de mettre le doigt sur ce sujet-là, puisque c'est une nécessité en termes de qualité d'avoir des auditeurs correctement immatriculés pour pouvoir ensuite correctement les connaître et avoir les effectifs.
Donc là, un indicateur qualité qui est suivi de près. La part des inscriptions tiers financées, part des auditeurs en alternance, part des auditeurs tiers financés avec des inscriptions tiers financées. Répartition âge, genre, situation professionnelle et l'inscription. Alors nous, on a un public très majoritairement déjà ancré dans la vie active, puisqu'on sommes un établissement dédié à la formation professionnelle. Voilà ici pour les publics et les profils de formation. Ici, un onglet dédié à l'affichage en date à date, qui donne en fait la courbe de fréquence cumulée des inscriptions et des effectifs auditeurs. On peut cibler un établissement ou un centre en particulier, agrandir, etc. Ici, par composante, par nos équipes pédagogiques, on peut sélectionner une date si on souhaite. Alors. Ici, un onglet dédié aux indicateurs à l'échelle du réseau. Je vais prendre l'année 2020. On retrouve la France et l'étranger, les effectifs auditeurs, inscriptions. Ici, on retrouve les heures stagiaires théoriques qui nous sont souvent demandées par le ministère et en réponse aux enquêtes. Quelques indicateurs complémentaires, les inscriptions moyennes, les inscriptions pédagogiques, l'âge moyen. Là, on retrouve le détail des inscriptions. Alors, on a un niveau de détail qui va jusqu'au code de la formation, la modalité de suivi de l'enseignement, si on est sur de la formation à distance, en hybride ou présentiel. Donc, on a différents niveaux de détail. Juste pour le collègue, voilà, pour Didier, c'est ça? David. David, ouais, parce David. que pour David, est-ce que ce type de mise à disposition d'informations vous permet de remplir plus facilement les enquêtes ministérielles ou les enquêtes liées aux certifications? Oui, tout à fait. Elles y contribuent, notamment, je pense à l'enquête 6 qui nous a été demandée sur la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, qui a facilité grandement en fait la réponse à cette enquête, puisqu'avant, chaque centre devait répondre à l'enquête. Et aujourd'hui, celle-ci est centralisée ici à Paris, au siège. Donc du coup, ça allège considérablement la charge de travail sur cette enquête qui était assez importante. Pour le bilan pédagogique et financier également, et pour d'autres types d'enquêtes. Et également, c'est vrai, comme le disait Thierry tout à l'heure, on a aujourd'hui en fait une information qui est référente, dans le sens où c'est le chiffre du système d'information décisionnelle qui prévaut en termes de lecture de l'activité et d'évolution de l'activité sur les inscriptions, les effectifs auditeurs. Et si jamais il y a des questionnements, si jamais il y a des questions, ça arrive. Ça arrive. Non, moi, j'ai plus d'inscriptions que ce qui se trouve affiché ici sur le SI d'aide au pilotage. Dans ce câble, c'est souvent intéressant, puisque là, on doit aller chercher les réponses et ça peut permettre d'identifier un point d'amélioration. Côté métier, vous avez aussi, ou de traitement. Oui, David, vous avez aussi un système de questionnement s'il y a des erreurs qui sont détectées ou un système de correction, de remontée de demande de correction sur l'outil? On n'a pas vraiment de cas comme ça, on les anticipe. Disons, on a eu des étapes de qualification de la donnée avec les différentes parties prenantes et c'est au cas par cas, on va dire. On n'a pas, nous, notre système n'est pas ouvert à l'ensemble des personnels. D'accord. Il est vraiment orienté pour les utilisateurs experts métiers, avec une bonne connaissance de l'offre de formation et des publics et des processus d'inscription. On a une personne référente par direction ou composante ou centre de l'établissement. En fait, nous, notre réserve, on voulait vraiment s'assurer que la personne qui accède à ces informations ait une bonne connaissance et une bonne appropriation des données pour pouvoir les exploiter correctement.
D'ailleurs, c'est une question qui m'était venue tout à l'heure à votre présentation. Claire, à Rennes, en fait, vous, les données sont ouvertes à l'ensemble des personnels? Pour la formation, pour les finances, enfin, chaque module, en fait, que ce soit patrimoine, finance, formation continue, OSE, là, on a des droits qui sont fixés en fonction des profils et des métiers D'accord. des personnes qui doivent y avoir accès. Donc, et au niveau de l'utilisation et l'exploitation de données, ça n'amène pas parfois des confusions ou de toute des façon, interprétations des fois qui peuvent être un peu délicates? Si, ça peut. Donc, les questions nous remontent. En fait, c'est vrai que le guichet d'entrée, hein, on a quelques références sur des lots vraiment spécifiques comme patrimoine, parce que voilà, ce sont des indicateurs métiers très spécifiques. Donc là, il y a un point d'entrée quand il y a des besoins d'explication ou des mauvaises utilisations d'indicateurs. Il y a une correction qui est amenée par le responsable du module, on va dire. Mais bien sûr qu'il y a des interprétations qui peuvent être erronées, soit ils posent la question, soit pose la question directement par l'outil de ticketing, comme on a vu pour Thierry, soit sinon elles nous saisissent en direct. Et nous-mêmes, on le voit quand il y a une information qui peut, voilà, une fois que la donnée elle est mise à disposition, c'est vrai qu'elle vit sa vie. Hein, donc, soit on essaye de recadrer le tir pour dire qu'effectivement, cette donnée-là, elle inclut tel paramètre qui fait qu'elle ne répondait pas à la question initiale qui avait été posée. Donc, ça demande aussi une certaine vigilance du côté du responsable de l'outil décisionnel pour s'assurer, malgré toutes les précautions qu'on a prises, il y aura toujours quelquefois des interprétations ou des utilisations hors périmètre. Mais globalement, je dirais que c'est vrai qu'une fois que c'est admis, comme vous dites, que les personnes sont sécurisées par le chiffre qui est donné et de gestion elle est partagée, il n'y a plus vraiment de questions ou de craintes sur l'exploitation par la suite. C'est plus des demandes d'évolution, on va dire, pour affiner, pour adapter, qu'une remise en cause de la donnée vraiment fournie, quoi. Parce que les données ici, j'imagine c'est pareil pour vous, les données peuvent être exportées, retraitées par la suite. Exactement, on a tout le système dans Power BI comme pour Thierry où on peut tout à fait exporter, après utiliser via des tableaux croisés dynamiques, via des données Excel. Hein. Nous, c'est en lien avec des tableaux Excel après. Oui. Donc, par contre, David. Oui. Vas-y Thierry. Ouais. Juste rappeler qu'il était 10h37, qu'on avait prévu un point jusqu'à un Soritex jusqu'à 10h30. À 10h30. Voilà, on a débordé un peu. Donc, on a débordé un peu. Ce que je vous proposerai, sauf si tu veux redire quelque chose, Thierry, mais sinon, ça serait peut-être de clore là. Ouais, c'était juste. Alors, d'abord, il y avait des questions auxquelles on n'a pas répondu. Oui, bien sûr, j'allais faire une petite conclusion. Hein, j'allais pas couper net là. Voilà. Non, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Puis moi, j'avais un truc qui m'a attiré l'œil en fait sur les tableaux de bord de David là, qui me paraissent très intéressants à faire remonter. C'est la notion de lexique. Et qui revient en fait à l'étiquette de ma boîte de conserve. Voilà, c'est vraiment à un moment donné, quand on a une donnée, il faut la qualifier. Et ça c'est très important. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Et là, le fait qu'il y ait un lexique associé, je trouvais ça intéressant à montrer, mais juste en 2 secondes. Oui, tout à fait. Oui. Ça nous a semblé important, surtout que là, ce sont des axes d'analyse qui se retrouvent de manière générique sur l'ensemble des onglets. Donc, c'est important que l'utilisateur en ait une bonne appropriation. Et ça fait le lien je trouve, Thierry, et voilà, et aux collègues, avec ce qu'on a dit en préambule, avec la présentation que tu as faite sur les fiches, avec le DMP, avec toutes les données qu'on peut donner à lire. Et voilà, on les retrouve là, sous une autre forme. Et ça fait le lien aussi sur l'interrogation qui est passée tout à l'heure sur la notion d'interprétation de la donnée. C'est-à-dire que plus vous qualifiez la donnée, moins les erreurs d'interprétation vont être possibles, en fait. Exactement. Et ça, c'est assez important à avoir en tête quand on travaille avec les données. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une… merci beaucoup, au CNAM, pour cette… Avec plaisir.
présentation. C'est vrai que voilà, je pense que tous les établissements qui ont mis en place le système d'information décisionnelle, on pourra en parler des heures parce que c'est… Vous parliez des différents indicateurs en termes de patrimoine, enfin dans le chat, hein, des questions. Est-ce que vous avez d'autres types d'indicateurs? Bien sûr, je pense que tout le monde pourra parler sur formation, finance, patrimoine, charges d'enseignement. Enfin voilà, on en a plusieurs sous notre escarcelle. C'est pas pour faire de la promotion, mais il y a quand même, sauf erreur Thierry, un atelier système d'information décisionnelle qui va se tenir, alors je n'ai plus exactement la date, mais en lien avec Relier et l'AMU, hein, pour parler de cette thématique. Donc, si vous êtes intéressé… Qui sera probablement au CNAM d'ailleurs, qui va se faire probablement au CNAM d'ailleurs, et si David, vous êtes intéressé pour venir présenter à ce moment-là, parce qu'on sera en présentiel, les ateliers, en fait, hein, on vous rappelle, c'est… On se regroupe entre gens intéressés sur une thématique et on échange pendant une journée sur cette thématique-là. Donc, si vous êtes intéressé et disponible à ce moment-là, ce sera un grand plaisir d'échanger. Ok, d'accord, très bien. C'est réciproque. Et si à l'issue de ce RITEX où voilà, chacun d'entre vous a participé, récupéré de l'information, peut-être pour la réutiliser dans vos établissements, ce qui est vraiment le but aussi de ce partage, hein, du réseau Relier. Si vous avez des besoins sur un besoin RITEX, par exemple, sur une thématique comme le système d'information décisionnelle que vous avez développé chez vous, n'hésitez pas à rebondir par mail, hein, pour nous faire part de vos souhaits. On adapte aussi les RITEX par rapport aux thématiques qui intéresse le plus grand monde. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Bon pilotage, bonne utilisation de la donnée et à bientôt pour de nouveaux partages, hein.